C'est un travail qu'on a réalisé avec Clémentine Garouste de Dauphine et Ariane Paillet de l'INED. Merci. Et qui fait partie d'un projet de recherche qui a été financé par l'IRESP sur justement la compréhension des inégalités de santé entre hommes et femmes en utilisant diverses sources de données qui mêlent les différences en termes de santé et de maladie et les différences en termes de situation et de parcours socio-familial. Donc le contexte de cette étude-ci, du projet en général, c'est celui des différences de santé entre hommes et femmes. Donc vous l'avez vu dans la présentation de ce matin, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, quelles que soient d'ailleurs leurs caractéristiques sociales. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'elles vivent plus longtemps avec des années d'incapacité et des années de mauvaise santé. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de genre en survie. C'est cette idée paradoxale que malgré une vie plus longue, elle se déclare systématiquement en plus mauvaise santé. Les études qui ont regardé les différences en matière de maladie ou d'incapacité montrent qu'on peut expliquer cet apparent paradoxe par le fait que les femmes déclarent plus souvent des maladies qui sont fortement invalidantes, parmi lesquelles les maladies cognitives, les maladies mentales, anxio-dépressives et aussi les maladies ostéo-articulaires. En parallèle, les hommes déclarent plus systématiquement des maladies qui sont certes invalidantes, mais qui sont aussi fortement létales, et donc maladies auxquelles ils survivent moins longtemps que les femmes. Qu'est-ce qui explique ces différences donc en termes on peut dire de morbidité entre les hommes et les femmes? Alors c'est intéressant de se caler du coup sur les facteurs sociaux qu'on étudie généralement quand on travaille sur les inégalités socio-économiques ou socio-professionnelles. Et en général, on a des grandes familles, et ça a été évoqué par dans la présentation de ce matin. On parle très rapidement dans ce cadre des pratiques à risque, qui sont plutôt des pratiques masculines et qu'on trouve parmi lesquelles le tabac ou l'alcool, et qui concernent donc davantage des hommes et qui sont très liées à ces maladies fortement létales que sont les maladies cardiovasculaires ou les cancers. On parle aussi de recours aux soins différenciés avec les femmes qui traditionnellement seraient plus proches des systèmes de santé pour la santé sexuelle et de la reproduction, pour la santé de leurs enfants et de leurs proches, et qui leur donnerait une meilleure connaissance de leur propre état de santé et donc une propensité plus grande à déclarer dans les enquêtes les maladies qu'elles auraient, mais aussi à les prendre en charge. Enfin, dans l'épidémiologie sociale, on s'intéresse fortement au parcours, plutôt qu'aux situations, au parcours de vie et aux carrières, qu'on peut étendre ici aux carrières familiales et professionnelles, pour chercher des situations et des cumuls de risques au cours de la vie qui pourraient expliquer ces différences qui sont décrites au-dessus en termes de maladies que l'on trouve chez les hommes et chez les femmes. Donc ça rejoint un peu, encore une fois, l'intervention de ce matin avec le biosocial et comment on explique ces liens entre des situations et des parcours et des maladies qui se différencient. L'étude que je vais vous présenter ici s'intéresse plus spécifiquement aux carrières. Pourquoi? Parce que les carrières professionnelles féminines sont très connues en économie du travail et en économie de la famille pour être assez spécifiques. Ici, c'est une étude qui est tirée de l'enquête santé itinéraire professionnel, dont je vais vous présenter des résultats plus tard, et qui montre que, en général, on voit que les carrières féminines se caractérisent par davantage d'interruptions, davantage de contrats à temps partiel, une moindre valorisation des qualifications initiales et des expériences initiales, de moindres perspectives de promotion, toutes choses égales par ailleurs, ainsi que davantage de carrières qu'on pourrait dire défavorables quand on parle de déclassement, par exemple, ou de stagnation par rapport à des promotions. Et aussi beaucoup plus de sorties d'activité que les hommes, à la fois des interruptions et à la fois des sorties définitives. Vous le savez aussi, toutes choses égales par ailleurs, les femmes sont moins rémunérées que les hommes, et on a là aussi une très grande spécificité largement étudiée dans les études d'économie du travail. Alors, quelles sont les raisons de ces spécificités familiales et spécificités professionnelles, et est-ce qu'on peut les mettre en lien avec la santé?
Alors là encore, on parle très vite d'organisation familiale qui va faire que les femmes vont s'interrompre dans leur activité professionnelle parce qu'elles ont la charge de l'éducation des enfants. Souvent d'ailleurs, c'est parce qu'elles ont des salaires moindres et que donc ça vaut plus le coup que ce soit elles qui s'arrêtent plutôt que le conjoint. Enfin bref, une gestion qui explique en fait l'ensemble de ces caractéristiques et spécificités qu'on voit. Seulement, on sait que c'est une partie de l'explication et pas toute l'explication. Et la littérature économique montre la forte segmentation sectorielle et verticale de la participation des femmes au marché du travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sectorielle et verticale? C'est que les femmes sont plus souvent dans des secteurs qui sont moins rémunérés. Et donc ça c'est le sectoriel, et vertical, c'est qu'elles ont moins accès aux postes à responsabilité, donc ça va avec le fait qu'elles aient moins de promotions, etc. Elles sont aussi victimes, on peut dire, d'inégalités dans les traitements, à la fois en termes de salaire, ça on l'a vu, mais aussi en termes de promotion et de chances de promotion. J'ai quelques chiffres, si vous avez des questions plus tard, qui montrent effectivement que ces différences sont patentes. Je pense que vous aurez une présentation plus tard d'un travail d'Anne-Sophie Cousteau qui montre aussi qu'il y a une gestion différente des événements de santé, des événements de vie en général, mais des événements de santé qui font que les trajectoires des hommes et des femmes vont avoir que les hommes et les femmes vont avoir des trajectoires différentes à chaque fois qu'ils rencontreront un événement familial ou un événement de vie. On peut croiser donc cette littérature sur les carrières des hommes et des femmes avec ce qu'on sait plus généralement en épidémiologie sociale, à savoir que ces carrières instables, descendantes, ces moindres promotions, ces carrières bloquées dans les statuts les moins qualifiés sont liées à des risques de santé. Et là, on peut citer les modèles bien connus de Karasek ou de Sigrist qui montrent qu'une moindre valorisation des diplômes, une moindre rémunération de l'activité professionnelle va avec de la mauvaise santé, que ce soit perçu, un moindre bien-être, mais aussi avec davantage de pénibilité et d'exposition à des pénibilités qui peuvent être liées à la mauvaise santé. Alors très rapidement, c'était un rapport que vous avez peut-être vu passer qui est très intéressant sur genre et conditions de travail de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui montrait ici un exemple dans une petite imprimerie du fait que ici on voit que les femmes dans cette imprimerie ont un moindre accès à toutes les professions disponibles, enfin, qui existent au sein de cette imprimerie. Les hommes ont un panel beaucoup plus diversifié de professions. Et cette étude montrait aussi que ces femmes étaient cantonnées pendant toute leur carrière à des métiers qui n'exposaient pas à des expositions extrêmement pénibles, mais à des expositions durables et qui se trouvaient de fortes expositions à des troubles musculo-squelettiques. Voilà. Donc ce n'est pas des expositions spectaculaires, mais le fait que ces expositions soient durables s'accompagne effectivement d'explications en termes de risque de troubles musculo-squelettiques. Donc l'étude dont je vais vous montrer quelques résultats visait à étudier un peu plus ceci. Donc est-ce que les carrières féminines et masculines, est-ce qu'on les trouve effectivement différentes, et est-ce qu'elles sont liées à des problèmes de santé différemment chez les hommes et chez les femmes? Et on peut se poser la question effectivement de savoir si les spécificités des carrières féminines, si elles sont liées à l'organisation familiale, est-ce que du coup elles exposeraient autant à des risques de santé que ce qu'on trouve généralement chez les hommes? On peut se dire qu'effectivement, moins travailler, être à temps partiel, ça peut permettre une meilleure conciliation des activités professionnelles et de la vie familiale, et donc alléger la charge qui est liée à des tensions dans l'articulation vie professionnelle et vie familiale. On peut se dire aussi que quand on est dans des emplois moins qualifiés, être à temps partiel ou avoir des interruptions peut en quelque sorte faire échapper les personnes à des expositions pénibles. On peut se dire aussi que les interruptions et l'inactivité, c'est plus acceptable socialement chez les femmes, et donc on aurait une moindre relation entre inactivité et santé que celle qu'on montre habituellement chez les hommes. Mais dans notre étude, on se dit que quand même, vu les modèles de Karasek et de Sigrist, etc., même si ces carrières relèvent sont délibérées, en fait, elles ne sont pas moins des carrières bloquées et donc possiblement liées à des problèmes de santé, autant pour les femmes que chez les hommes. Donc c'est ce qu'on va montrer ici. Est-ce que les carrières et situations professionnelles
défavorables, entre guillemets, qu'on trouve chez les femmes sont plus ou moins liées à la mauvaise santé qu'elles ne le sont chez les hommes. Et est-ce que du coup, le fait que ces carrières sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes expliquerait en partie cette plus grande morbidité que l'on trouve dans les enquêtes dans la population féminine. Donc très rapidement, on utilise l'enquête santé et itinéraire professionnel, qui est une enquête en population qui a été conduite en 2006. On s'intéresse aux 45-75 ans dans cette étude. Et on a 3 indicateurs de santé, l'indicateur de santé perçu, l'indicateur de problèmes physiques, des problèmes fonctionnels physiques, et un indicateur d'épisodes dépressifs majeurs qui est issu du MINI. On fabrique des carrières professionnelles en regardant quel a été le premier emploi, la catégorie socio-professionnelle, et puis la dernière, celle qu'on récupère à l'enquête. Et on fait ces trajectoires avec des trajectoires ascendantes, descendantes, bloquées, etc. Et on contrôle sur tout un tas de caractéristiques qui est le statut d'activité, la part d'inactivité dans la carrière, la part de chômage et tout ce qui est aussi variable socio-démographique, niveau d'instruction, être en couple, le nombre d'enfants qu'on a eu au cours de la vie et le nombre d'arrêts maladie dans le passé. Alors très rapidement, on a fait, d'abord je vais vous présenter très rapidement les carrières, leur lien avec la santé, et puis on a utilisé une méthode de décomposition, comme celle qui est utilisée pour expliquer les différences de salaire en fait, pour comprendre qu'est-ce qui est lié aux différences de santé entre hommes et femmes, qu'est-ce qui pourrait être lié à ces différences de carrière. Donc on confirme ici des spécificités dans les situations professionnelles, donc les femmes débutent plus souvent leur carrière en bas de l'échelle sociale, de qualification des métiers, alors qu'elles ont un niveau d'instruction plus élevé. Elles sont plus souvent, au moment de l'enquête, au chômage et inactives, plutôt que retraitées ou actives. Elles ont eu plus d'arrêts maladie et plus d'arrêts maladie répétés au cours de leur carrière. Et elles ont connu plus de carrières stationnaires, notamment dans les métiers les moins qualifiés que les hommes, et moins de promotions, avec aussi moins de passages par les professions indépendantes. Elles ont aussi une carrière plus courte, avec plus de chômage, plus d'inactivité et plus de temps partiel. Donc ici, je ne vais pas vous détailler les résultats, mais on a fait des régressions logistiques où on voit qu'il n'y a pas trop de différence dans les odds ratios qui lient la santé et ses trajectoires défavorables comme les déclassements, etc. Il n'y a pas d'évidence que chez les femmes, les interruptions de carrière soient moins liées à la santé que chez les hommes, de même que les déclassements, etc. Donc on montre qu'il y a une possibilité de contribution de ces carrières défavorables aux inégalités de santé entre hommes et femmes. Et cette méthode de décomposition, comme celle des salaires, va regarder à chaque fois, donc je ne vais pas détailler ça non plus, mais pour chaque élément qu'on rentre dans le modèle, les carrières et la situation professionnelle, le niveau d'instruction, etc., on va regarder en quoi le fait que ces caractéristiques soient plus nombreuses chez les hommes peut contribuer au fait que la santé est plus mauvaise chez les femmes. Un effet structurel en fait des différences de santé entre hommes et femmes. Et ce qu'on montre en fait, c'est que pour la santé perçue, eh bien oui, être plus souvent au chômage et inactive, avoir eu plus de carrières descendantes ou moins de promotions, contribue structurellement aux inégalités entre hommes et femmes. Pour les limitations fonctionnelles physiques, on trouve que contribue le fait qu'elles aient été plus inactives au cours de leur carrière et qu'elles ont plus de carrières descendantes. Et pour les épisodes dépressifs, on voit une contribution significative du fait qu'elles ont eu plus d'inactivité et de chômage et qu'elles ont davantage que les hommes démarré en bas de l'échelle des qualifications. Donc il y a bien un lien entre ces trajectoires plus fréquentes chez les femmes et une surmorbidité qu'on voit chez elles. Donc les limites, ce sont des indicateurs subjectifs. Hein, je n'ai pas dit les limites, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Donc il n'y a pas de limite. Je sais quand même, là on n'en est pas à trouver des causalités, on est vraiment dans des associations. Donc l'étape suivante sera de mettre en évidence un sens de causalité. Ce qu'on peut en dire tout de suite, c'est que en fait, les femmes ne semblent pas protégées quand elles ont des carrières d'interruption ou de déclassement, ou que ce soit des choix délibérés, une organisation familiale ou que ce soit contraint. On voit qu'elles n'en sont pas plus protégées que les hommes et que contribuent aux différences de santé des débuts de carrière dans les professions peu qualifiées, ainsi que des carrières bloquées qui peuvent être associées à la mauvaise santé, donc chez les femmes comme chez les hommes.
Donc les premiers éclairages issus de cette enquête, c'est que, comme pour les salaires, l'idée d'égaliser en fait les chances de valoriser ses qualifications, c'est-à-dire d'entrer, de débuter sa carrière avec un niveau de qualification correspondant à ses diplômes, par exemple, le fait de permettre de maintien sur le marché du travail quand on le souhaite, bien sûr, et d'égaliser les chances de promotion pourrait être bénéfique pour la santé des hommes comme celle des femmes, mais pourrait aussi non seulement contribuer à la réduction des différences de salaire, mais finalement aussi certainement à la réduction des différences de santé. Merci beaucoup.